Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de cette belle semaine dédiée à l'éducation financière sur Boursorama. On a déjà abordé de nombreux thèmes tout au long de nos webinaires. Voilà 2 jours que l'on apprend, que l'on s'informe, que l'on explique, que l'on découvre. Et aujourd'hui, nous allons voir comment passer à l'action, comment prendre le pouvoir sur son argent, comment définir son profil d'investisseur, quels sont les différents produits d'épargne et d'investissement disponibles et quelles notions sont à connaître. On a du pain sur la planche, je dis on, mais je devrais dire il a du pain sur la planche. Bonsoir Thibaut Dreux. Bonsoir Jeanne. Vous êtes directeur d'équipe service client chez Boursobank et avec vous, nous allons lever le voile sur toutes ces notions à connaître pour bien investir, également tous les produits qui s'offrent aux investisseurs. Je vous rappelle d'ailleurs, chers internautes, que vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment. Nous y répondrons en fin de webinaire et on va se mettre en jambe avec une petite vidéo qui nous vient de Bourse au Campus sur les différents profils d'investisseurs. Quelques bases avant de rentrer dans les détails. C'est parti. Connais-toi toi-même, cette maxime a été rendue célèbre par un certain Socrate. Elle pourrait aussi parfaitement convenir aux investisseurs. En effet, avant même de s'engager dans l'aventure de l'investissement, il faut d'abord bien se connaître. Bien se connaître, cela signifie dresser en quelque sorte un état des lieux de sa situation personnelle et professionnelle. Vous devrez également faire un point sur votre rapport à l'argent, votre capacité financière, votre horizon de placement, c'est-à-dire le temps dont vous disposez pour atteindre votre objectif, puis votre appétence au risque, c'est-à-dire le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour votre argent. Enfin, pour déterminer de façon sérieuse votre profil, il faut aussi déterminer votre niveau de connaissance. Si vous ignorez tout de l'univers des placements, prenez d'abord le temps de vous former avant d'acheter n'importe quel titre à la mode ou n'importe quelle crypto-monnaie dont les mérites sont vantés sur les réseaux sociaux par des influenceurs peu regardants et peu formés. L'investissement, c'est très sérieux. Cela nécessite une introspection pour bien guider vos actions. Vous allez ainsi devoir établir votre profil d'investisseur, ce qui va vous permettre de déterminer les supports de placement qui vous correspondent le mieux. En France, les établissements bancaires en retiennent généralement 3. Le profil dit prudent, le profil équilibré et le dynamique. Si vous n'avez pas envie de vivre des montagnes russes émotionnelles et que votre priorité est de garantir votre capital, autrement dit votre argent, le plus sage sera d'opter pour des investissements au capital garanti, quitte à sacrifier l'aspect performance de votre placement. Si vous avez une appétence au risque raisonnable, votre profil sera dit prudent ou équilibré. Vous serez alors dans une démarche de sélection de fonds ou de titres présentant un risque moyen et donc un rendement potentiel modéré. Enfin, si vous disposez d'une bonne épargne de précaution, de connaissances solides et que vous êtes prêt à supporter un risque important pour espérer un rendement intéressant, alors vous serez classé dans la catégorie dite dynamique. Dans votre prise de décision, votre situation personnelle doit également être prise en compte. En effet, si vous êtes célibataire, vos décisions ne concernent alors que vous, enfin, vous et votre argent. Si en revanche vous êtes marié et avez 2 enfants à charge, vos choix seront peut-être plus prudents. Bien entendu, on ne le répétera jamais assez. Avant de vous engager sur le chemin de l'investissement, assurez-vous d'avoir une épargne de précaution pour faire face aux imprévus. En général, on considère qu'elle équivaut à 3 mois de salaire. Voilà pour ces premières explications sur le profil d'investisseur. Et si vous voulez établir votre profil, rendez-vous sur le Bourse au Campus. On va rentrer un peu plus dans le détail avec Thibaut Dreux, qui est notre invité ce soir. Thibaut, il y a une question qui revient souvent pour ceux qui veulent investir. À partir de quel revenu est-ce qu'on peut investir ou est-ce que tout le monde peut devenir investisseur ? Il n'y a pas de revenu, il faut juste avoir en tête que tout le monde peut être en fait investisseur. Déjà, la notion peut être relativement subtile. C'est vrai qu'on a souvent un petit peu de difficulté à faire la différence entre l'épargne et puis l'investissement de part et d'autre. Donc l'épargne, bon, ça a déjà été expliqué, ça consiste tout simplement à mettre de l'argent de côté dans le but de projets bien particuliers. L'investissement, c'est que sur une vision qui est quand même plus long-termiste et puis qui a pour but de faire fructifier et donc de tirer une richesse en tout cas de l'action en tout cas d'investissement.
Donc, ce qui est clair et net, c'est que tout le monde peut investir maintenant, quel que soit son budget. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros pour investir. Vous pouvez tout à fait commencer avec des sommes tout à fait modiques de 15, 30, 50 euros par mois. Et puis si vous n'avez plus la possibilité à un moment d'investir, vous pouvez tout à fait arrêter. C'est bien de le rappeler, surtout que l'investissement, en cas de succès, amène l'investissement. Et plus on réussit, plus on peut investir. Tout à fait. Alors justement, pour investir, il faut définir son profil d'investisseur. On vient d'en voir 3 dans la vidéo que l'on a visionnée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Thibaut, les critères à prendre en compte pour bien définir son profil ? Alors déjà, ça fait partie d'obligations réglementaires qui sont imposées maintenant, pas uniquement aux établissements bancaires, mais à tous les établissements financiers. Donc comme c'était précisé tout à l'heure dans la vidéo, il faut être le plus honnête et le plus franc possible lorsqu'on remplit en fait son profil investisseur. C'est pas un examen que vous passez, donc le but c'est que le résultat qui va vous être donné corresponde véritablement à votre souhait et à vos besoins. Si vous n'avez pas d'appétence pour le risque, aucune utilité en tout cas de notifier que vous avez cette appétence-là. Même principe si vous n'avez que des connaissances relativement basiques dans le domaine de l'épargne financière, autant commencer par des profils qui vont le moins vous exposer à ces notions de risque. Et après, vous allez apprendre au fur et à mesure et vous pourrez tout à fait revoir votre profil petit à petit. Petit à petit, c'est ce que j'allais vous demander. La vie est fluctuante, on évolue, c'est normal. Ça veut dire qu'un profil peut être amené également à évoluer en fonction notamment de la situation personnelle ou des revenus. Ça veut dire qu'un investissement qui est bon aujourd'hui ne le sera peut-être plus pour moi en tout cas dans 10 ou dans 15 ans et à l'inverse un investissement qui n'est pas bon pour moi aujourd'hui peut le devenir par la suite ? Tout à fait. Tout à fait, comme tout le monde y a déjà été confronté, nos situations personnelles, professionnelles et patrimoniales peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que le profil investisseur existe. Les besoins et votre volonté que vous pouvez avoir aujourd'hui sera peut-être différent dans 1 an, dans 4 ans, dans 5 ans. Et il faut bien intégrer en tout cas cette vision court terme, moyen terme, long terme. Quand on investit sur du long terme, il ne faut pas en tout cas avoir comme optique de faire des changements réguliers rapidement. Si vous êtes sur un investissement court terme ou moyen terme, si vous devez revoir votre position au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, les choses seront quand même différentes. Et donc les investissements en tout cas doivent être peuvent être revus à tout moment. Il ne faut pas, en tout cas, se bloquer toute possibilité. C'est-à-dire que si quelque chose ne nous convient pas, on peut tout à fait revenir dessus. On apprend aussi de ses erreurs. C'est ça là aussi la tâche qu'il faut avoir en tête. Il y a un critère qui est peut-être le premier dont on a parlé, c'est celui du risque. On a vu que certains étaient plus enclins à prendre des risques que d'autres, et c'est normal. Est-ce que ceux qui sont les plus prudents peuvent espérer investir sans prendre de risques ? Oui. Alors, le risque est de toute façon le propre de l'investissement. Même les investissements qui vont être réputés comme étant les moins risqués comportent quand même un certain niveau de risque. Comme on le dit très souvent, au niveau des fonds en euros, la garantie absolue de capital, elle existe, mais il y a toujours quand même un risque potentiel, notamment avec les frais qui peuvent exister. Mais on peut tout à fait commencer à investir avec des niveaux de risque qui sont extrêmement faible, voire quasi inexistant, si on parle par exemple de l'assurance vie et des fonds en euros. Historiquement, les fonds en euros ont toujours eu des performances qui ont été positives, ce qui fait que... On rappelle ce que c'est, fonds en euros ? Donc le fonds en euros, c'est la partie qui est souvent dite garantie au niveau des contrats d'assurance vie. Alors tout dépend des contrats d'assurance vie. Il y a certains contrats qui peuvent être totalement investis sur ces supports-là, d'autres contrats sur lesquels il y a des obligations d'investir sur des supports plus risqués. Pour la majeure partie, en tout cas, des fonds en euros, c'est des investissements qui sont principalement faits sous forme d'obligations, donc des obligations d'État comme l'OAT française. Ça peut être aussi dans des sociétés
dans des sociétés telles que des établissements bancaires, industriels, et aussi de plus en plus maintenant une diversification qui peut intervenir avec des fonds en euros qui peuvent aussi avoir des dominantes immobilières pour tirer des revenus autrement. Vous nous avez dit au début qu'il n'y avait pas de prérequis en termes d'épargne, en termes de capital pour commencer à investir. Est-ce qu'il y a en revanche un prérequis concernant les connaissances que l'on doit avoir avant de se lancer en investissement ? Oui, alors il faut quand même rechercher l'information, c'est important. Il ne faut pas uniquement se fier à des conseils qu'on peut retrouver dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Il faut aller rechercher l'information. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être retrouvés sur différents sites. On a notamment les sites services publics qui sont extrêmement bien faits, qui peuvent vous détailler la plupart des produits ou des supports d'investissement qui vont être accessibles. Typiquement, si vous prenez un PEA ou un contrat d'assurance vie, si vous allez sur ce site-là, vous aurez toutes les informations. On va bien vous expliquer à peu près les supports qui sont accessibles, la fiscalité et les contraintes qui peuvent aussi exister. Et vous pouvez aussi retrouver les informations directement, que ce soit par exemple sur les sites des établissements bancaires, sur les sites des institutions financières, que ce soit les assureurs, ou même directement sur des sites sur YouTube sur lesquels vous pouvez effectivement avoir des vidéos qui sont extrêmement bien faites et qui peuvent être aussi faites par des régulateurs tels que l'AMF, qui peuvent chercher à démocratiser et vulgariser en tout cas l'investissement. Et on répétera jamais assez qu'il faut vraiment faire attention à la fiabilité de ces sources quand on va chercher ces informations, notamment sur Internet. Tout à fait. Il faut croiser les informations et ne pas hésiter éventuellement à partager aussi l'information avec ses proches. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément un entourage qui a le même niveau de connaissances. Alors maintenant qu'on a défini notre profil d'investisseur, qu'on est prêt à passer à l'action, je vous propose Thibaut de faire un petit tour au niveau du vocabulaire. Il y a certains termes qu'il faut connaître avant de se lancer. Ça fait partie de ce minimum d'éducation dont on vient de parler. Le premier mot que j'aimerais vous soumettre, c'est le mot inflation. Il est évidemment partout aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, sur tous les sujets même malheureusement. Quel rôle joue cette inflation quand on investit ? Alors, déjà, c'est une notion qui est souvent abstraite, qu'on a un petit peu du mal à rendre pratique. J'avais repris la définition au niveau de l'INSEE, mais c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Ce n'est pas uniquement pour les particuliers que nous sommes, c'est aussi pour les entreprises. Effectivement, sur ces dernières années, on a connu des niveaux d'inflation qui n'avaient pas été connus depuis plusieurs décennies. On avait en moyenne une inflation qui était à peu près de l'ordre de 2 à 3%, ce qui est la norme au niveau de la Banque centrale européenne. Et donc quand on investit et qu'on place son argent, il faut intégrer cette notion d'inflation. Pourquoi ? On parle en fait du phénomène d'érosion monétaire. C'est-à-dire que si votre rendement sur un produit d'épargne ou un produit d'investissement est inférieur au taux de l'inflation, ce que vous pouviez éventuellement acheter au 1er janvier avec votre capital, vous ne serez plus techniquement en capacité de pouvoir l'acheter à la fin de l'année. Donc il faut prendre en considération l'inflation et éventuellement pouvoir ajuster son épargne. Et c'est pour ça que, notamment quand on a connu des niveaux d'inflation qui étaient extrêmement faibles il y a quelques trimestres, quelques semestres maintenant, quand vous aviez un taux de rendement, par exemple du livret A ou des fonds en euros sur les contrats d'assurance vie qui avaient très fortement baissé, ces placements n'étaient pas forcément perdants parce que l'inflation en elle-même avait fortement baissé. À l'heure actuelle, ces taux sont remontés. Mais les niveaux d'inflation, comme on a pu le voir, ont dépassé en tout cas des niveaux extrêmement importants et qui font qu'il faut intégrer en tout cas cette donnée au quotidien. On poursuit notre petit tour de vocabulaire avec une différence maintenant entre rendement et rentabilité. Alors oui, c'est des notions qui peuvent être relativement abstraites. Parce que c'est vrai que c'est assez proche dans la terminologie. On peut confondre quand on en parle, mais ce n'est pas la même chose. Oui.
Le rendement, il faut le voir comme la donnée simplement chiffrée sur plutôt du court terme. La rentabilité, ça va véritablement être sur du long terme et on va prendre en considération tous les aspects qui peuvent être éventuellement frais, fiscalité, qui peuvent venir gréver le rendement brut d'une bonne partie en tout cas de son taux. Typiquement, si on prend par exemple un rendement à hauteur de 1%, sur un certain nombre de produits, vous allez avoir la retenue, la fameuse flat tax, qui va vous retenir en fait 30% de la rémunération. Donc, c'est-à-dire que votre rentabilité va baisser. Et donc, si par ailleurs vous avez des frais qui viennent se gréver dessus, vous pouvez vous retrouver avec des taux qui sont beaucoup plus bas que finalement le rendement qui peut vous être annoncé sur le papier. Donc les frais sont vraiment un élément à prendre en compte pleinement dans l'investissement. Tout à fait. Et c'est une notion qui est en plus vraiment mise en avant, notamment avec les réglementations européennes et au niveau de l'AMF. La notion, c'est vraiment d'avoir cette transparence vis-à-vis de l'investisseur pour que l'investisseur, avant même qu'il réalise son opération, puisse savoir quel va être le coût de l'opération. Ce qui va lui permettre, si il intègre une moyenne de rendement ou s'il prend par exemple des performances passées, même si on indique toujours que les performances passées ne présument pas des performances futures, lui donner à peu près un ordre d'idée. Et ça non plus, on ne le répétera jamais assez. Une dernière notion que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est celle des intérêts. Oui, on parle souvent d'intérêts simples ou d'intérêts composés. Alors les intérêts simples, on va faire extrêmement simple. Si vous avez, tout à fait. Si vous investissez 100 € et que vous avez donc un rendement à hauteur de 3% net, vous allez vous retrouver avec 103 €. L'année suivante, les intérêts que vous aurez acquis ne vont pas eux-mêmes générer, entre guillemets, des petits. Sur des intérêts composés, les intérêts que vous allez acquérir à chaque moment, en fait, à chaque versement des intérêts, vont être intégrés automatiquement au capital. Donc, c'est-à-dire que si tous les ans vous avez 3% de rémunération, eh bien, la deuxième année, votre base ne sera plus de 100%, de 100 €, mais elle sera de 103 €. Donc, ce qui vous permettra d'avoir un rendement au final qui sera un peu plus élevé puisque vos intérêts vont être générateurs eux-mêmes d'intérêts en plus du capital. Et c'est ça qui est intéressant en tout cas dans les intérêts composés versus les intérêts simples. C'est bien noté, on va mettre ça en action maintenant, on va rendre ça concret. On a évoqué pas mal de produits financiers différents, on va continuer à le faire si vous le voulez bien en étant un peu plus exhaustif et peut-être commencer par les incontournables de l'investisseur. Oui, tout à fait. On a déjà parlé de l'assurance vie, qui est après le livret A, un des placements préférés en tout cas des Français. Alors on peut aussi le vulgariser, parce que souvent on confond les assurances vie et les assurances de la vie, qui sont des assurances comme on peut avoir pour nos maisons ou nos véhicules. Là, c'est vraiment une solution d'épargne. C'est-à-dire que vous allez placer sur un contrat, qui est ce qu'on appelle une enveloppe, dans lequel vous allez pouvoir investir sur différents types de supports. Donc les supports qui sont les supports garantis tels que les fonds en euros, mais vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des unités de compte. Les unités de compte, c'est tout ce qui va être produit financier, dans lequel on va trouver des OPCVM, des ETF, des produits à dominante immobilière. On va trouver aussi maintenant du private equity, donc c'est-à-dire vraiment beaucoup de gammes de produits relativement larges, et on peut même trouver éventuellement des titres vifs directement au sein de ces contrats. Les titres vifs pour nos internautes? Alors pour les titres vifs, c'est vulgairement des actions ou des obligations que vous pouvez directement mettre au sein du contrat. C'est bien plus clair comme ça. Il y a également, et on en a parlé, des investissements qui sont faits pour être gardés pour du long terme. Je pense à l'immobilier, qui est peut-être le plus connu de tous. Tout à fait. Souvent on l'oublie, mais l'investissement immobilier est à peu près le premier investissement qu'on peut faire. À partir du moment où on devient propriétaire, c'est un investissement.
c'est quelque chose qu'on fait sur du long terme. L'objectif à la base, c'est de ne plus avoir de loyer, de se créer un patrimoine. Et aussi, une fois que le crédit immobilier est terminé, c'est de valoriser en tout cas ce bien et de faire fructifier tout simplement le capital qui a été constitué pendant plusieurs années en payant ces échéances. Il y a également des investisseurs qui veulent préparer le futur de leurs enfants, essayer d'investir pour pouvoir ensuite payer des études, les aider à acquérir leur premier logement. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Alors, il y a deux possibilités. Déjà, c'est soit l'investissement peut se faire directement au nom des parents, et puis ça servira pour le financement futur, soit l'investissement peut être fait directement au nom des enfants. Donc ça, après, il faut être relativement attentif parce qu'à ce moment-là, ça fait partie du patrimoine de l'enfant et ça ne doit pas être considéré comme une cagnotte pour les parents. C'est vraiment quelque chose qui est dédié pour les enfants. On conseille de toute façon toujours de partir sur les produits d'épargne de précaution dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez nous en citer un ou deux ? Notamment, par exemple, le livret A. Pour les enfants, vous avez aussi le livret jeune, les comptes sur livret qui peuvent être à destination des jeunes. Vous avez aussi, bien évidemment, les contrats d'assurance vie. Vous pouvez aussi avoir les plans épargne logement qui vont, eux, avoir une optique d'investissement immobilier à plus long terme qui permettront à la fois d'avoir un aspect rémunération via le plan, et puis aussi de pouvoir éventuellement tirer bénéfice de l'engagement qui aura été pris pour pouvoir bénéficier d'un crédit immobilier, en tout cas un taux prédéfini. Il y a également tout un groupe d'investisseurs de 20, 30, 40 ans qui veulent préparer leur retraite. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Alors il faut partir, on en parle très souvent, sur de la diversification, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, sur le même produit, sur la même notion de risque. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été revus et corrigés ces derniers temps, notamment par exemple le PER, le plan épargne retraite, qui est venu suppléer les anciennes générations de PERP notamment. On a le PEA qui peut également être utile aussi bien en termes de capital que de rente. Les contrats d'assurance vie peuvent être aussi utilisés dans l'optique, en tout cas, de la retraite. Et puis, il ne faut pas oublier l'épargne salariale aussi qu'on peut se constituer. Alors, tout dépend après, si notre entreprise propose en tout cas ce type de dispositif, mais c'est quelque chose qui vient aussi compléter éventuellement la création, que ce soit d'un patrimoine ou d'une rente au moment du départ à la retraite. Et il faut étudier, en tout cas, les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Il peut y avoir, pour certains des produits, des intérêts de défiscalisation, donc c'est-à-dire des intérêts immédiats pour l'investisseur. À l'inverse, pour d'autres types de produits, ça sera le rendement qui sera retiré en fait, sur la durée de l'investissement qui va faire l'intérêt pour préparer sa retraite au mieux. Et enfin, dernière grande famille d'investisseurs, ceux qui souhaitent défiscaliser. Et j'ai envie de dire qu'ils n'auront plus dans quelques mois le dispositif Pinel pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Déjà, il faut rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont existants, que ce soit par des déductions fiscales ou des réductions d'impôts. Donc on parlait notamment du plan épargne retraite qui, sur certains compartiments, permet de défiscaliser dans certaines limites tous les ans. Donc vous avez des simulateurs de toute façon qui sont à disposition sur Internet et qui vous permettent de pouvoir retrouver les informations. Il ne faut pas oublier aussi notamment les dons aux associations qui sont aussi un moyen de réduire son impôt, mais effectivement dans certaines limites. Et puis on a des produits alors qui sont aussi des produits financiers qui sont souvent peu connus du grand public, tels que les FIP et les FCPI. Donc les FIP, c'est les fonds d'investissement de proximité, et les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation, qui permettent d'investir via des sociétés de gestion dans des startups, dans des sociétés qui sont en plein développement et qui, en contrepartie de l'investissement que vous allez pouvoir réaliser, permettent de pouvoir bénéficier en tout cas d'une réduction d'impôt qui dépendra
tout simplement des supports sur lesquels les investissements vont être faits, ainsi que de la durée de l'engagement. Maintenant qu'on connaît tous ces produits, qu'on arrive à peu près à identifier lesquels pour quelle utilité, est-ce qu'il y en a un que vous pouvez conseiller à nos internautes pour commencer ? C'est toujours compliqué parce que ça va dépendre en fait de chaque individu. Tout dépend en fait vraiment de ces notions qu'on avait vues au départ par rapport au profil investisseur, c'est-à-dire l'appétence au risque, le patrimoine déjà qui a pu être constitué, le niveau de connaissances qu'on peut avoir. Il ne faut pas s'interdire en tout cas un certain nombre de portes. On a déjà beaucoup parlé de l'assurance vie, mais le plan épargne en action est aussi une possibilité. Alors, bien évidemment, là on est sur des notions de risque qui sont plus importantes, mais on peut investir des sommes qui sont relativement faibles via des investissements profilés ou programmés qui sont proposés par la plupart des établissements bancaires, soit directement par l'établissement bancaire ou des sociétés de gestion, et qui permettent d'investir vraiment des sommes relativement modiques avec des niveaux de frais faibles, voire parfois quasi inexistants, pour 30, 40, 50 euros par mois. Donc ça veut dire, si on prend le problème dans l'autre sens, qu'un investisseur débutant qui est prêt à prendre des risques peut aller les prendre tout de suite ? Oui, mais par contre, il faut toujours qu'il ait en tête quand même le principe d'épargne de précaution. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que quand on investit, le but c'est pas de retirer en tout cas les sommes investies rapidement, surtout quand l'objectif est sur des périodes assez longues, entre 4 et 8 ans. Donc on y va, on ne se ferme pas de porte, mais on se sécurise. Tout à fait. Ça me semble un bon principe. Est-ce qu'il y a un moyen, Thibaut, de s'entraîner peut-être, je ne sais pas moi, d'acheter des actions pour de faux, histoire de voir si on prend et si on a compris le principe ? Tout à fait. Il y a des portefeuilles virtuels qui sont proposés sur un certain nombre de plateformes. C'est le cas de Boursorama qui historiquement propose ce type de service. Ça vous permet en fait de simuler sans avoir à engager en fait directement de fonds. Ce qui vous permet peut-être de vous faire un petit peu la main sur les marchés, de découvrir aussi les natures de produits et de comprendre aussi la notion de rendement et de risque. Très souvent, quand on commence, notamment sur les marchés financiers, on a tendance à regarder les performances passées et à regarder ce qui fonctionne au mieux. Et malheureusement, parfois, on investit au moment où les niveaux sont les plus élevés et on peut être sujet à des retournements de marché. Donc, via ces portefeuilles-là, ça vous permet éventuellement en amont d'un investissement sur des produits financiers, de mettre en tout cas un premier pied à l'étrier sans avoir besoin d'engager en tout cas la moindre somme et surtout d'appréhender vraiment ces notions parce qu'on n'en parle jamais suffisamment. La notion d'investir est étroitement liée au potentiel de perte en capital. Donc si vous vous rendez compte que via ces solutions qui sont à disposition, vous n'êtes pas prêt à prendre le moindre risque et à perdre de l'argent, eh bien, il faut rechercher d'autres types, en tout cas, de produits. Thibaut, vous suscitez beaucoup de questions chez nos spectateurs, et notamment pour revenir tout à l'heure, vous nous parliez des différents moyens, des différents supports de s'informer. Mélissa vous demande quels sont les sites du gouvernement dont vous avez parlé pour se tenir au courant et se former. Directement en fait sur service public, il n'y a pas besoin d'aller très loin, vous allez sur n'importe quel navigateur, vous tapez directement service public et puis le nom du produit que vous recherchez et vous pourrez retrouver les informations. L'avantage vraiment des sites service public, c'est que vous allez avoir une vision tout à fait neutre au niveau du produit, il n'y a pas du tout d'aspect commercial. Et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez aller vraiment sur des points assez spécifiques, de pouvoir retrouver des éléments plus particuliers et notamment de retrouver certaines notions par rapport à la fiscalité. Avant de reparler des produits, Christelle nous demande, j'entends beaucoup parler de private equity, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Le private equity, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Pour faire très simple, c'est l'investissement sur tout ce qui est non coté.
Alors, ce qu'on appelle le non-coté, purement et simplement, c'est tout ce qui ne passe pas directement en fait, par les marchés financiers. On parle de plus en plus maintenant de titres non cotés. Alors des fois, vous verrez la terminologie aussi TNC qui peut apparaître. Ça passe de plus en plus par ce qu'on appelle les plateformes de financement participatif. Donc vous avez notamment le crowdfunding, le crowdlending, qui sont très en vogue à l'heure actuelle. Et donc cet attrait qui était réservé il y a quelques années vraiment à des investisseurs très avisés, c'est démocratisé. Mais comme tout investissement, il y a vraiment une part de risque. C'est vraiment sur des objectifs généralement long terme. Et la nuance, notamment avec les produits financiers habituels, c'est vraiment cette notion de sortie en capital. Autant quand vous détenez une action, vous pouvez la vendre sans la moindre difficulté sur le marché, hein, en tout cas action cotée. Si vous êtes détenteur d'une action non cotée, eh bien, il va falloir soit repasser directement par la plateforme participative par laquelle vous aurez investi, soit si vous investissez directement dans une société, par exemple votre société ou la société d'un ami, il va falloir que vous trouviez vous-même la contrepartie. On a beaucoup de questions sur le cumul des produits. Louise nous demande, peut-on avoir plusieurs comptes épargne retraite? Et Aneska nous demande s'il est possible de cumuler les produits, par exemple avoir 2 ou 3 PER et 2 assurances vie, et est-ce une bonne idée? Oui, alors c'est tout à fait possible. Alors il faut distinguer toutefois les produits. En ce qui concerne les plans épargne retraite et les assurances vie, effectivement, il n'y a pas de limitation au niveau du nombre de produits. Donc vous pouvez en détenir autant que vous souhaitez. Bon, au sein d'un seul et même assureur, vous pouvez avoir éventuellement une limitation qui peut vous être mise par l'assureur, mais vous pouvez en détenir autant que vous souhaitez auprès de différentes compagnies d'assurance. Par contre, si on prend d'autres produits, on a parlé notamment de plans épargne logement, de PEA, tout ce qui va être réglementé va être limité, en tout cas en termes de possibilités. Si on prend le cas que ce soit les livrets A, les plans épargne logement, les PEA, les PEA PME, c'est limité à un seul par individu, et pour certains types de produits, c'est par foyer fiscal sur lequel le raisonnement va se faire, avec un maximum de 2 produits par foyer fiscaux. Puisqu'on parle de retraite, Cassandra nous dit « Je suis prof et avec mon salaire de fonctionnaire, le PER n'est apparemment pas pour moi. Je ne gagne pas assez pour que l'avantage fiscal des dépôts ait du sens. Est-ce malgré tout un produit utile pour la retraite dans mon cas ?» C'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas forcément tout le détail. On parlait de profil investisseur, mais il faut aussi prendre en considération les revenus, le patrimoine existant. Voilà, il n'y a pas de possibilité en tout cas de répondre, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à utiliser les simulateurs qui sont mis à disposition. Vous pouvez trouver des simulateurs en plus soit sur des sites de comparateurs, soit des fois directement sur des sites publics, qui vont vraiment vous permettre directement de pouvoir identifier en tout cas l'avantage que peut avoir un produit ou non. Il faut être clair, le PER, dans tous les cas de figure, n'aura pas forcément un intérêt, au même titre que par exemple un PEA ou un plan épargne logement ne peut ne pas avoir d'intérêt. Et puisqu'on aborde la question des profils, Virginie nous demande, les placements en assurance vie sur des profils plus ou moins dynamiques sont-ils limités en fonction de l'âge de l'épargnant? Par exemple, une personne âgée de 80 ans peut-elle placer 60% de son épargne sur des supports à risque? C'est une bonne question parce que la notion de risque en fonction de l'âge peut se poser. Le constat d'ensemble qui est fait de toute façon, c'est que la plupart des investisseurs, plus ils sont âgés, plus en tout cas l'appétence risque a tendance à se réduire. On a plutôt tendance à se sécuriser. Voilà, légalement, il n'existe pas en tout cas de contraintes en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, mais c'est effectivement un conseil qui peut se poser, et une question qui peut se poser, notamment quand on est sur des objectifs de transmission du patrimoine. La notion de rentabilité va être beaucoup moins importante que quand on prépare son capital et qu'on a 20 ou 25 ans, sur lequel on a de belles années devant soi. Gérald vous demande ce qu'est la gestion pilotée
Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Alors, on distingue très souvent gestion libre et gestion pilotée. Donc la gestion libre, c'est vous-même qui gérez purement et simplement en fait, les supports d'investissement au sein d'un produit, que ce soit par exemple au sein d'un PEA ou d'un contrat d'assurance vie. Ce qui nécessite quand même une bonne connaissance. Ce qui nécessite quand même une connaissance et puis un développement aussi de ces connaissances au fur et à mesure du temps, puisque les choses peuvent évoluer. Mais vous pouvez aussi déléguer la gestion en fait, des fonds que vous investissez au sein de ces contrats à des sociétés de gestion qui vont investir en fonction de votre profil et qui vont essayer de faire fructifier les sommes d'argent, généralement en fonction d'indices qui vous sont communiqués. Alors attention, c'est un objectif, ce n'est pas un engagement. Donc ça n'est pas parce que vous avez un support qui devrait faire plus 4 ou plus 5, il va forcément faire plus 4 ou plus 5. Il peut surperformer, il peut sous-performer. C'est pour ça que c'est vraiment important toujours d'avoir cette notion d'investissement sur du long terme et de bien respecter la durée de l'investissement conseillé. On le voit très souvent quand il y a des aléas sur les marchés financiers, des investisseurs qui sont un peu timorés et qui ont une grosse appréhension au niveau du risque, qui retirent leur bille assez rapidement, qui perdent à cette occasion et qui matérialise la perte pour revenir sur des produits plus sécurisés. Quand on voit les performances très souvent à long terme, la performance est généralement, en règle générale meilleure. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est aussi l'épargne programmée. C'est-à-dire que quand vous avez tendance à mettre de l'argent tous les mois, vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène de lissage qui va se poser. Et donc ça va vous permettre, quand les marchés sont baissiers, de pouvoir profiter de la baisse, mais ce qui vous permet aussi de lisser les risques de perte finalement en fait, sur le temps. Thierry vous demande, Thibaut, s'il y a des produits qui échappent à la fiscalité. Alors, il y a très peu de produits qui échappent totalement à la fiscalité. Les seuls produits qui sont totalement exonérés, c'est le livret A, le LDDS, le livret de développement durable solidaire et les livrets jeunes. Et on peut ajouter aussi le livret d'épargne populaire, le LEP. Sinon, sur l'ensemble des autres produits, même si vous avez par exemple ce qu'on appelle une exonération fiscale, c'est l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu, ou éventuellement un taux réduit, vous devez prendre en considération que vous avez les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer. La fiscalité et les prélèvements sociaux sur la plupart des produits ne vont s'appliquer que sur les intérêts. Donc le capital que vous investissez ne va pas être soumis à cette fiscalité-là, c'est uniquement le montant des intérêts que vous aurez acquis. Ulrich nous demande quelle différence entre PEA, PEA, PME et quels conseils donnez-vous? Et je vais ajouter la question d'Hubert qui nous dit est-ce qu'on peut investir sur les ETF Small Caps avec le PEA, PME? Alors déjà pour distinguer le PEA, c'est le plan épargne en action, donc c'est un produit qui est historique, qui existe depuis 1992, qui a été dont le plafond a été revu il y a quelques années, sur lequel vous pouvez investir 150 000 €. L'investissement est uniquement limité à des sociétés qui respectent certaines normes qui sont définies légalement. Donc vous avez principalement en fait, les sociétés françaises, les sociétés européennes. Ce qu'on sous-entend, c'est de l'espace économique européen et qui respectent un certain nombre de contraintes. Donc si vous prenez par exemple les valeurs du CAC 40, si vous prenez des valeurs small ou mid-cap, il n'y a pas de difficulté. Des titres non cotés, vous allez aussi pouvoir les placer et vous allez pouvoir avoir aussi certains produits financiers tels que des OPCVM ou des ETF qui peuvent être éligibles au PEA tout en investissant sur des marchés qui ne sont pas du tout européens comme les marchés américains ou les marchés asiatiques. Le PEA PME était vu comme un complément de l'enveloppe du PEA. Donc les deux enveloppes cumulées ne peuvent pas dépasser 225 000 €. Si vous avez déjà versé sur votre PEA, ça va réduire d'autant en fait, la possibilité de verser sur votre PEA PME.
Donc techniquement, si vous n'avez qu'un PEA PME, vous pouvez verser 225 000 € dessus. Si vous avez un PEA, il faudra prendre en considération les versements que vous avez déjà faits sur le PEA, en plus du PEA PME. Et après, au niveau des supports d'investissement, alors il existe... sur la partie ETF, là, ça, je ne saurais répondre. Mais en tout cas, des produits soit sous la forme de PCVM, donc des organismes de placement collectif en valeur mobilière, qui vont vous permettre d'investir sur les valeurs small et mid cap qui sont cotées. Vous pouvez aussi avoir, comme on en parlait tout à l'heure, des produits de type private equity. Et aussi les fameux titres non cotés que vous pouvez acquérir maintenant via effectivement un certain nombre de plateformes ou directement via des fois certains établissements bancaires qui peuvent proposer en tout cas des solutions en ce sens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Thibaut, ce que sont les ETF, produits qui marchent très fort en ce moment? Et on va ajouter à cette question celle de Joseph qui vous demande la différence entre OPCVM et ETF. Alors, l'ETF, voilà, le langage souvent qu'on utilise, c'est plutôt les trackers, mais c'est vrai que les ETF, c'est l'anglicisme qui est de plus en plus utilisé. Ce sont des produits financiers qui ont pour but de répliquer généralement la performance de ce qu'on appelle un sous-jacent. Donc le sous-jacent, en fait, c'est un indice, un panier en fait de valeurs. Pour faire très simple, par exemple, vous avez des ETF sur le CAC 40. Si vous voulez tirer la performance en fait du CAC 40, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez la composition exacte de chaque valeur et la proportion qu'elle peut avoir pour pouvoir tirer la même performance au niveau de votre portefeuille. Ces supports permettent notamment d'investir, comme on le disait, sur le CAC 40, mais vous l'avez sur pratiquement tous les indices européens et mondiaux, mais vous l'avez aussi sur des indices obligataires, sur des notions qui peuvent être différentes. On a aussi sur les matières premières. Alors, les ETF, juridiquement, sont des OPCVM, mais par rapport à leur fonctionnement, ce sont des produits qui sont beaucoup plus proches des actions. C'est-à-dire que vous pouvez les négocier directement via les marchés, sur les heures de séance, généralement, en tout cas pour les ETF cotés en France, entre 9h et 17h30. L'OPCVM, vous allez avoir une valeur liquidative qui va vous être communiquée en fait en fin de journée. Et là, on va être sur des produits qui vont avoir pour but de répliquer des performances, non pas forcément par rapport à un indice, mais plus par rapport à, par exemple, une sectorisation. Donc on peut en trouver sur les différents secteurs qui peuvent constituer l'économie. Mais vous pouvez aussi effectivement en avoir par rapport à la taille des entreprises. On parlait par exemple des small et mid-cap, ou sur la nature même des produits, en ayant des OPCVM qui sont placés sur, qui sont des OPCVM monétaires ou obligataires. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on prenne deux dernières questions. D'abord celle de Mathilde qu'elle nous a posée mais qui a été beaucoup posée. Mon livret A a atteint son plafond. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est déjà très bien d'avoir atteint le plafond du livret A. Alors, tout dépend véritablement, en tout cas, de votre projet, des projets que vous pouvez avoir. Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est qu'il y a généralement un complément en épargne de précaution au livret A. Il y a le livret de développement durable solidaire, le LDDS. Si vous respectez les critères, si vous êtes non imposable ou en tout cas imposable vraiment à des niveaux relativement faibles, vous avez le livret d'épargne populaire qui peut se présenter. Et puis comme on le disait, il n'est jamais trop tôt en tout cas pour mettre le pied à l'étrier au niveau de l'investissement. Et c'est pour ça que vous pouvez commencer vraiment en prenant date. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais les produits d'investissement n'impliquent pas forcément le fait de mettre de manière régulière la main au pot et de placer dessus. Donc vous pouvez prendre date par exemple sur un contrat d'assurance vie, sur un PEA. Ça peut tout à fait avoir une légitimité. Le jour où vous aurez besoin en tout cas de ces produits-là, vous aurez gagné quelques années d'ancienneté au niveau de ces enveloppes. Et fiscalement, c'est là où elles deviendront intéressantes. L'optimisation du PEA est au-delà de 5 ans, l'optimisation des contrats d'assurance vie au-delà de 8 ans. On sait que l'extra-financier prend de plus en plus de place, notamment dans le cœur des investisseurs. Et Alain nous demande quelles sont les options disponibles pour ceux qui souhaitent investir dans des fonds socialement responsables ou durables.
Vous allez le constater, sur de plus en plus de sites, vous avez déjà des indications ISR pour les supports qui peuvent bénéficier en tout cas de ce label-là. Vous avez des produits de toute façon qui sont aussi orientés sur l'aspect sociétal, environnemental et sur les gestions de bonne gouvernance. Donc très souvent, simplement, vous allez sur les sites de recherche, vous verrez au niveau des options, soit cette notion d'ISR, soit cette notion de ESG qui va être proposée. Et comme on peut le voir, ça devient véritablement quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui probablement de toute façon deviendra un enjeu réglementaire d'ici très peu de temps, que ce soit au niveau européen ou même au niveau des législateurs français. Je vous rajoute une question parce qu'elle nous fait la transition pour le webinaire de demain soir. Marie-Morgane nous demande s'il est encore avantageux d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. On sait que l'immobilier se porte plutôt mal après de belles années d'euphorie. On y va quand même ? L'investissement immobilier, il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de mauvais moment pour investir. Ça reste en quelque sorte une épargne de précaution. On sait que c'est le placement pratiquement préféré des Français. La pierre est extrêmement importante. Alors il faut déjà juste nuancer parce que l'investissement immobilier prend différentes formes. Il y a bien évidemment l'acquisition d'une propriété, mais vous avez aussi la pierre papier qui est également disponible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, quand on achète un bien immobilier, on l'achète pour du long terme. Donc en l'achetant sur du long terme, malgré les aléas qui peuvent exister, on peut avoir quand même des performances qui sont relativement intéressantes et de toute façon, vous constituez un capital. Merci beaucoup Thibaut. Voilà de quoi faire la transition pour le webinaire de demain, puisque demain à 18h30 vous retrouverez Laurent Grassin pour le dernier webinaire en direct à 18h30. D'ici là, n'oubliez pas de vous rendre sur le Bourso Campus pour continuer à vous éduquer, à découvrir, à pourquoi pas dresser également votre profil d'investisseur maintenant que vous avez toutes les clés pour passer à l'action. Merci à tous de nous avoir suivis. Thibaut Dreux, encore merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairés. Je vous souhaite une très bonne soirée.